Là, ça filme pas en fait depuis le début. Ok. Je suis en train de faire le montage, donc si vous me revoyez, c'est que j'ai oublié des trucs. On va se revoir. Et donc voilà, plusieurs vidéos vont venir plus tard sur l'histoire culturelle de Mars, mais pour l'instant on va faire un petit peu une analyse de qu'est-ce que Mars réellement, la vraie planète. Mars, c'est la 4e planète du système solaire. Elle est située entre la Terre et la ceinture d'astéroïdes avant Jupiter. Et depuis que Pluton n'est plus une planète, Mars est de facto la planète la plus éloignée du Soleil. Mars a un diamètre de 6794 km, soit la moitié de celui de la Terre. C'est-à-dire qu'on peut sauter plus haut que sur Terre, mais moins haut que sur la Lune, qui elle a 1/6 de la gravité terrestre. Elle possède une orbite elliptique, donc parfois elle se rapproche, parfois elle s'éloigne du Soleil, avec une distance qui varie entre 207 et 249 millions de kilomètres. Et par rapport à la Terre, elle est au plus proche à 55 millions, au plus loin à 400 millions de kilomètres. Alors je sais que c'est des distances qui sont un petit peu difficiles à visualiser, au plus proche ça fait 7 ans et demi en avion. Voilà, pour ce que ça représente. Pour l'instant, on n'en voit que des robots sur Mars, mais si vous étiez à bord d'un vaisseau, la Terre restera en vue tout au long du voyage, elle apparaîtrait forcément sous la forme d'un croissant, et dans le ciel de Mars, elle apparaîtrait sur la forme d'un point, comme les Vénus de notre ciel. D'ailleurs, ça a été photographié par le rover Curiosity, et on voit bien la Terre dans le ciel de Mars, et je trouve cette photo absolument magnifique. Mars tourne un peu moins vite sur elle-même que la Terre, en 24 h et 37 minutes contre 23 h et 56 minutes très précisément pour la Terre. Et du fait de cette différence, on appelle un jour martien un sol, le terme venant de God of Mars de Edgar Rice Burroughs, publié en 1913. Et c'est aussi lui qui a fait Tarzan. Là, ça a bien marché. Alors lui, il a tout un calendrier, qui bien sûr ne serait absolument pas applicable sur la vraie planète, parce que déjà, c'est de la fiction, et les connaissances de l'époque étaient beaucoup trop limitées. Mais désormais, pour les missions martiennes, on utilise le sol de manière officielle et internationale. Cependant, un vrai calendrier martien serait quand même utile pour d'éventuels colons sur Mars, déjà pour marquer les saisons, les semaines, les mois, les années. D'ailleurs, une année martienne, du fait de son éloignement par rapport au Soleil, dure 687 jours, soit 669 sols. Et alors oui, il y a des saisons sur Mars, c'est-à-dire des changements de température tout au long de l'année que l'on peut aléatoirement définir en 4, mais du fait de son orbite et de son inclinaison, Mars est de 2 degrés plus incliné sur son axe que la Terre. Les saisons sont à peu près 3 fois plus longues que sur Terre. Par exemple, l'hiver dure 158 jours contre 89 pour nous. Et les températures peuvent être terriblement variables entre le jour et la nuit. En hiver, on peut aller jusqu'à moins 120 degrés, et on peut tabler sur un petit 0 degré en plein jour. Et dans les régions chaudes en plein été, on peut aller jusqu'à un maximum de 20 degrés. Wouhou! Alors il y a plusieurs calendriers martiens qui ont été proposés, mais celui qui a le plus retenu l'attention, c'est le calendrier Darien, qui est un calendrier conçu pour répondre aux besoins d'éventuels futurs colons. Il a été créé par l'ingénieur aérospatial, politologue et juriste spatial Thomas Gengal. Attends, le mec il a tellement de casquettes. En 1985. Et nommé par lui en l'honneur de son fils Darius. Son fils s'appelle Darius. En 1998, lors de la création de la Mars Society, il a été retenu comme l'un des 2 meilleurs calendriers pour une éventuelle expédition sur Mars. Alors, si j'essaye de vous définir un peu ce qu'est la Mars Society... On est presque arrivé, on arrive bientôt. L'année martienne du calendrier Darien commence près du printemps, marquant l'équinoxe dans l'hémisphère nord. Alors, je ne peux pas vous donner un équivalent sur Terre, parce que Mars n'a ni la même rotation, ni la même orbite que la Terre, donc... Voilà, c'est comme ça. L'année 0 est encore débattue, par contre. Gengal suggérait 1975, date du début du programme Viking, soit la première sonde à atterrir en douceur sur Mars, mais depuis 2001, le consensus va plutôt sur 1609, date de la première observation de Mars par Galilée, parce qu'on considère que le calendrier martien devrait intégrer toutes les connaissances qu'on a acquises sur Mars, donc 1609 est plus logique. Et voici pour vous expliquer le Darien Calendar, l'excellent site développé entre autres par Gengals lui-même. Donc une année martienne étant 2 fois plus longue, pour garder des mois comme chez nous, 28 jours en l'occurrence, il en faut 2 fois plus. Donc 24 mois, basés sur le zodiaque martien, c'est super simple. Et le site nous permet de déterminer n'importe quelle date avec la position de Mars et de la Terre à l'instant T. Avec des infos ici sur Mars relatives à la date, c'est vraiment bien foutu. Donc je prends l'arrivée de Persévérance sur Mars le 18 février 2021, donc le 13 Sagittarius 219, la prise de la Bastille a eu lieu le 5 Tula 95, et la fin de la Seconde Guerre mondiale le 10 Sima 178. J'adore ce site.
Alors je vous avais dit qu'il y avait 2 calendriers. Le deuxième, c'est celui proposé par Robert Zubrin, qui n'est autre que le fondateur de la Mars Society. Bien sûr, le deuxième calendrier est celui proposé par le fondateur lui-même, voilà. Ce dernier est tout simplement une adaptation du nôtre en partant du Sol, et dont les noms sont inspirés de God of Mars. Donc on a une année inversari, un trimestre, un octimestre, une semaine Zod, jour Sol, heure Cron, minute moment et seconde tic. Donc pour l'instant, évidemment, ce sont que des délires d'utopistes, mais le jour où on posera pour la première fois le pied sur Mars, ben, un calendrier deviendra quand même très utile et certainement on se focalisera sur un et un seul. En parlant de mettre le premier pied sur Mars, voici Alyssa Carson. Elle est entraînée pour être la première personne à mettre le pied sur Mars. En ce moment, elle a 19 ans. La mission est prévue pour 2030. On verra. Il faut savoir que l'air est saturé en CO2, ce qui veut dire qu'elle est totalement irrespirable pour un humain. Aussi, et bien que la Mars soit 2 fois plus petite que la Terre, elle offre autant de terre à visiter que notre planète, tout simplement parce qu'elle ne possède pas d'océan. Et bien sûr, comme il n'y a pas d'eau à sa surface, pour définir le niveau 0, qui est le niveau de la mer chez nous, on prend l'altitude à laquelle la pression au sol atteint sa valeur moyenne, qui est en l'occurrence de 6,1 millibars, soit 200 fois moins que sur Terre. Pour avoir l'équivalent terrestre, c'est à peu près le niveau des très hautes chaînes de montagnes sur Terre. Et ceci représente les endroits où auraient pu se trouver les océans de Mars, parce que oui, il y a eu de l'eau sur Mars, hein, c'est pas du tout une hypothèse, on en est sûr. Et d'ailleurs, on connaît même l'histoire de Mars. L'histoire de Mars se divise en 3 grandes périodes géologiques. Le Noachien, de moins 4,6 à 3,5 milliards d'années, qui est le bombardement de la planète par des météorites, et qui doit son nom au plateau sud-Noachitera, qui représente assez bien une zone de bombardement de météorites. L'Hespérien, de moins 3,5 à moins 1,8 milliards d'années, qui est la période volcanique de Mars, et qui tire son nom de Hesperia Planum. C'est une zone d'anciens volcans. Et l'Amazonia, de moins 1,8 à nos jours, qui représente la période à laquelle les calottes polaires se sont formées. Quant aux volcans, Mars est connu pour abriter des volcans qui feraient passer les nôtres pour des châteaux de sable. Contrairement à la Terre, la croûte de Mars ne semble pas être divisée en plusieurs plaques tectoniques. Il semblerait qu'il y ait une seule et unique plaque tectonique qui tournerait sur elle-même, et de ce fait, les volcans resteraient toujours sur la même poche de magma et ce qui causerait une accumulation de lave, ce qui a notamment contribué à faire pousser le mont Olympe avec ses 21 km de haut. Il y a aussi les 3 volcans du plateau de Tharsis qui sont entre 15 et 20 km. On est quand même sur de la haute montagne. Environ 500 millions d'années après le début du volcanisme, Mars a subi une vague d'inondations. Ceci a très certainement été causé par des impacts de météores qui ont fait fondre la glace en son sous-sol. Contrairement à une idée reçue, l'eau est extrêmement commune dans l'univers. C'est sa forme liquide qui l'est beaucoup moins. Donc ces glaces fondues auraient déferlé sur le sol de Mars avec un débit entre 10 000 et 100 000 fois supérieur à celle du fleuve Amazon. Et l'on pense que ces inondations auraient cessé il y a un peu plus de 1 milliard d'années. Alors il y a 2 hypothèses concernant l'eau sur Mars, soit elle serait retournée au sous-sol, ce qui serait cool, parce qu'on pourrait la retrouver, soit elle se serait évaporée dans l'atmosphère. Et ça c'est beaucoup moins. Alors pour vous faire une idée, pour creuser les chenaux qui prolongent Valles Marineris, il aurait fallu vider toute l'eau des grands lacs américains en 2 semaines. On est dans ce niveau-là. Et du fait de ces inondations, on peut relever 2 types de vallées sur Mars, les vallées de débâcle et les vallées fluviales. Les premières sont des creusements très rapides dus au déferlement de l'eau. Les vallées fluviales sont quant à elles des canaux où l'eau s'est écoulée beaucoup plus lentement et ont fait des sortes de fleuves XXL. Et ce sont ces vallées qui ont été prises par Schiaparelli au XIXe siècle pour des canaux créés par une éventuelle civilisation extraterrestre. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Alors moi, je dis toujours atterrir, parce que Amarcir, Alunir, on voit de quoi on parle. La sonde Pathfinder a atterri justement dans Valles Marineris, et on voit sur les photos des centaines de rochers qui sont éparpillés, et ça c'est justement l'une des preuves du passage de torrents d'eau. Les calottes polaires sont quant à elles connues depuis les premières observations. En été, la calotte nord mesure 1200 km de diamètre et couvre une surface de 800 000 km², ce qui correspond à la moitié du Groenland, avec une épaisseur de 2 à 3 km. Alors comme je l'ai dit, c'est pas de la glace, vu que Mars est composé à 95% de CO2. Soumis à un très grand froid, le CO2 se condense et tombe sur la surface, créant cette espèce de gel blanc. Et 2 fois par année martienne, la calotte polaire nord passe dans une obscurité totale, ce qui contribue à agrandir sa calotte jusqu'à ce qu'elle revienne dans la lumière et rétrécisse. Et ça, c'est un phénomène qui s'appelle la sublimation. Pour vous faire une idée, c'est
c'est justement de la neige carbonique qu'on utilise pour faire les faux brouillards au cinéma. Et donc on doit avoir ce phénomène-là de manière gigantesque sur Mars, ça doit être absolument magnifique à voir. Quant aux nuages, malgré l'atmosphère très ténue de Mars, Mars a quand même des nuages, et ceux-ci ont été observés dès le 19e siècle et rapportés dans les terres du ciel de Camille Flammarion. Les sondes envoyées sur Mars depuis les années 70 ont permis d'étudier les nuages. On a beaucoup de nuages qui se forment au niveau des très grands volcans, et le matin, sur Mars, les zones de dépression comme Valles Marineris sont souvent plongées dans du brouillard, ce qui doit être aussi assez magnifique à voir. En vrai, je parle. Évidemment, peut-être vous vous êtes posé la question, est-ce que Mars a une atmosphère rouge? Alors, c'est vrai qu'au cinéma, on s'emmerde pas, hein, quand on va faire un film sur Mars, on met un filtre rouge et vas-y, ça tourne. Je pense d'ailleurs à Red Planet ou Mission to Mars, ou pire encore, The Hungry Red Planet de 1959. Si, c'est 1959. Où là, on te met un méga filtre rouge pour bien qu'on comprenne, c'est la planète rouge. Non, mais bon, c'était avant l'émission martienne, donc on peut pas leur en vouloir de pas connaître Mars c'est rouge, donc ça doit être rouge à l'intérieur. On sait désormais que l'atmosphère de Mars est plutôt rose-orange. Les photos récentes de Mars de la sonde Curiosity, Pathfinder ou Spirit, on a assez bien le visuel de Mars. Donc on voit que on est plutôt dans des teintes gris, orange, avec certaines photos qui sont étonnamment familières, comme ce soleil matinal prise par la sonde Curiosity. Mais pourquoi cette couleur? J'ai pris la question la plus évidente pour la fin. Pourquoi Mars est rouge? Il faut savoir que le sol de Mars est très riche en fer, et il y a plus de 3 milliards d'années, son atmosphère est plus ou moins partie, et elle a été balayée par les vents solaires qui ont oxy le fer de Mars, ce qui veut dire que Mars est littéralement une planète rouillée. Et le sable martien se mêlant à l'atmosphère, le ciel se teinte de couleur avec sous le soleil une teinte rose-orange. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est l'une des premières vidéos de ma chaîne. L'éclairage est peut-être pas top, je m'exprime pas forcément super bien, peut-être que ça va venir avec le temps, en tout cas n'hésitez pas à me faire des retours. La plupart des informations que j'ai prises sont sur cet excellent livre sur Mars de Pierre Lagrange, donc je vous le recommande vraiment parce que c'est une espèce de guide du routard de Mars. Donc vraiment, les prochaines vidéos que je ferai sur Mars seront aussi tirées de ce livre, avec quelques petites recherches que je fais en plus. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, un petit pouce en l'air ça mange pas de pain, un commentaire pareil, je vous dis à très vite, à ciao.